Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France. Au sommaire de cette émission, l'automobile, symbole de liberté, est aujourd'hui menacée par la transition écologique. Hausse des prix, restrictions en ville, pression pour passer à l'électrique. Pourtant, elle reste indispensable pour de nombreux Français, surtout hors des grandes villes. François-Xavier Pietri s'interroge dans ce livre, Rendez-nous la liberté de rouler, aux éditions de l'Observatoire, sur ses fondements et puis une question sur les fondements de cette politique répressive. Il sera avec nous dans quelques instants. Quelques jours à peine après sa nomination en tant que nouveau ministre délégué au transport, François Durovray a déclaré vouloir relancer l'écotaxe poids lourd. Cette déclaration a fait réagir à l'Organisation des transports routiers européens. Son délégué général, Jean-Marc Rivera, sera avec nous. Et la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures de soutien face aux défis du marché français des poids lourds qui, malgré une baisse sur les 8 derniers mois en 2024, est en pleine transformation vers une mobilité plus durable. Pour en parler, Gilles Boster sera avec nous, directeur marketing de la communication de Scania France. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un homme en colère aujourd'hui qui est avec nous. François-Xavier Pietri, rendez-nous la liberté de rouler, avec cette préface qu'on aime énormément, cette couverture qui est magnifique, avec cette fantôme. Merci d'être avec nous, François-Xavier Pietri. Merci à vous. Flambée des prix, restrictions de circulation, voitures électriques imposées, écologie punitive, aux éditions de l'Observatoire. En fait, c'est finalement un brûlot contre ceux qui veulent la fin de l'automobile. Non mais ça suffit, quoi. Ça suffit parce qu'on s'aperçoit en fait que tout est fait aujourd'hui pour éloigner les Français d'automobile. Alors, il y a le sujet de voiture électrique, on va évidemment y revenir, mais ce qui m'a intéressé, c'est que quand on regarde aujourd'hui les chiffres, la classe moyenne en France n'a plus ou pratiquement plus accès à l'automobile. Il y a eu une telle hausse de prix ces derniers sur les automobiles neuves. Vous savez qu'en France, le prix moyen d'une automobile maintenant, c'est à peu près 36 000 euros. En 2000, on est passé de 20 000 à 36 000. Il y a 10 ans... L'impact est énorme sur les ménages. Dans le même temps, le SMIC, par contre, 350 euros, vous voyez, voilà. Il y a 10 ans, une Twingo, ça valait à peu près 8 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut, prix catalogue, 18 000 euros. Une Dacia, qui était la voiture la moins chère, etc., qui était à 9 000 euros, aujourd'hui, elle est à 20 000 ou près de 20 000. Ce problème-là, évidemment, tout ce qui va autour, ça, c'est le prix d'achat, mais tout ce qui va autour suit, c'est-à-dire que les réparations... L'assurance, plus 30%, tout l'écosystème a augmenté. Et puis à côté de ça, vous avez l'angle, dire coercitif, où on dit au conducteur, vous n'allez pas rouler stationné en centre-ville, vous allez payer 18 euros de l'heure, comme c'est aujourd'hui le cas à Paris. Donc on fait tout. Et dans beaucoup de... Qu'on n'est pas justement dans une opposition métropole versus ruralité. Les urbains, ils n'ont pas de voiture, puis ils ont des transports, ils ont des bus, ils ont des métros, ils ont des tramways, ils ont tout. Et les ruraux, ils en ont besoin. Le problème, c'est que les décisionnaires, c'est les urbains. Oui, alors, c'est le cœur du sujet. Moi, il se trouve que je me partage entre l'accord et Paris. Dans mon village, voiture, c'est simple, vous ne pouvez rien faire. Privation de liberté. Vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas aller chercher vos enfants à l'école, vous ne pouvez pas faire... Vous ne pouvez rien faire. Le problème, c'est qu'effectivement, les chiffres ne sont pas faits par ceux qui sont dans cette ruralité. C'est ça. Mais quand on regarde les chiffres de l'INSEE, aujourd'hui, 60%, soit près de 65% des déplacements en France se font en automobile. Et quand on regarde dans des détails, ils se font quoi faire pour aller travailler. 90% de l'usage, c'est aller au travail. Après, c'est quoi? C'est l'école, c'est les courses. Donc, les Français ne peuvent pas se passer. En même temps, on leur dit, écoutez, chers amis, prenez les transports en commun qui n'existent pas, passez à la voiture électrique qui pose plein de même par ailleurs, on marche un peu sur la tête, quoi. En fait, c'est ce que vous dites. Vous dites que finalement la voiture est un symbole de liberté et ça devient liberticide aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a le carrosse qui a été transformé en citrouille. C'est-à-dire que on est constamment, c'est ça que je trouve absolument sur c'est-à-dire qu'on est passé d'une liberté à une injonction. C'est-à-dire que le choix de circuler comme on veut, comme on est inaccessible. Mais ça pose quand même un problème social profond, c'est-à-dire qu'on crée une France à deux vitesses.
pièce. C'est-à-dire, d'un côté, les urbains vertueux, alors eux, ils ont droit de rouler en ville s'ils sont à l'électrique ou ils ont des transports en commun. Puis vous avez la ruralité, pardon de l'expression, mais un peu pieuse. Eux polluent, qui est très mal vu par les urbains, mais même les banlieusards, parce que excusez-moi, mais les ZFE, vous interdisez à celui qui habite l'Essonne ou les Yvelines de venir à l'intérieur de la 86. Oui. Alors, heureusement, sur les ZFE, il y a eu une prise de conscience progressive et les élus ont compris qu'on mais à quel point on est en train de mettre en place une bombe à retardement spectaculaire. C'est les bonnets rouges, tout ce que vous voulez. Donc il y a eu cette prise de conscience. On est en loin de la liberté retrouvée de circuler, quoi. Oui, mais ça a eu un impact sur les artisans qui ont dû changer de voiture parce que arrivaient les ZFE et finalement plutôt à mi-tapis, mais il y a beaucoup ont été obligés. Alors, il y a des zones encore où les ZFE sont en vigueur. Paris, Lyon, ça va continuer. À Paris, au 1er janvier 2025, vous avez quand même 600 000 véhicules qui vont être interdits de circulation dans le centre de Paris. Or, les voitures qui sont dans Paris, ce ne sont pas des voitures de Parisiens, ce sont des voitures de France, qui travaillent, qui traversent la ville, qui ont besoin de passer par là. Donc il y a je veux dire, quand Drancy, par exemple, est coupé en deux, que d'un côté vous avez le droit de rouler et de l'autre vous n'avez pas le droit, enfin au bout d'un moment, il faut marcher sur la tête, quoi. Enfin. Mais vous m'avez mis un souvenir quelques questions suite au salon de Pékin. Cécile, vous dites en Chine, tout le monde rêve de voitures. C'est une passion de la Chine. C'est ça, il y avait beaucoup de vélos, peu de voitures et tout le monde rêvait de voitures. Il y a une dizaine d'années, les gens avaient des voitures, le nombre de voitures avait explosé. J'ai l'impression que c'est deux mondes qui se croisent. En France, on veut passer de la voiture au vélo quand les Chinois passent du vélo de deux clés de l'industrie automobile mondiale aux Chinois. On va en parler après, en plus euthanol la nôtre. Le choix politique qui a été fait avec la voiture électrique, c'est tout simplement offrir le marché européen de l'automobile à la Chine. C'est aussi simple que ça. C'est assez délirant d'ailleurs, parce qu'on avait une industrie, on en parle beaucoup en ce moment de l'industrie en France, les relocalisations, il faut mettre l'industrie chez nous. On avait un secteur qui se portait plutôt bien. Il y avait une barrière technique qui était cette barrière du thermique. Qui était commercialement excédentaire et qui maintenant est dans moins 20 milliards de déficit commercial sur la branche il y a 2 ans. Et on a, si vous voulez, artificiellement, au moment où on nous parle de réindustrialiser, au moment où on nous parle... Mais même, prenez par exemple l'exemple des batteries, des gigafactories. Oui. On nous dit, on va créer en Europe l'ère de la batterie. C'était assez... Vous savez, c'est Stellantis, Citroën avec Total. C'est ça. Il y avait 4 projets de batteries en Europe. On est revenu à 3, et même peut-être 2. Mélanie en Italie ne veut plus lancer les usines de batteries. Nordvolt, qui était le Suédois... Bien près du micro. Oui, pardon. Oui, parce que je m'en... Nordvolt, qui était le Suédois, on a mis 15 milliards d'euros. Cette boîte est aujourd'hui pratiquement au bord du dépôt de bilan. Fabricant de batteries européen. La première batterie en Europe, elle a été fabriquée en 2022. 80% des batteries au monde sont chinoises. Une voiture sur 2 électrique dans le monde est chinoise. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Allez, on va faire une petite pause. François-Xavier est très avec nous. Chez vous, la liberté de rouler. On parlera justement de ces voitures électriques dans quelques instants, où on en est aller un petit peu trop vite. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça, c'est pas Sud Radio. Les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h. Les vraies voix qui font rouler la France. Et vous aimez l'automobile, ça tombe bien. Nous aussi, les vraies voix qui font rouler la France, parce que l'automobile, et François-Xavier Pietri le dit, c'est bien entendu la liberté. Journaliste, auteur de ce livre, Rendez-nous la liberté de rouler, aux éditions de l'Observatoire. Et dans ce livre, c'est-à-dire sont expliqués, dépiotés, effectivement, l'avenir qui n'est pas toujours rose de l'automobile, François-Xavier.
Pietri. Et parlons vrai, parlons d'automobile électrique. Aujourd'hui, on nous promettait des choses incroyables. Le résultat tombe, les voitures sont chères, difficile aujourd'hui de rouler en électrique, même si certains nous disent oui, ça y est, moi j'ai totalement intégré. Mais c'est une infime partie de la population française. C'est une infime partie et ça l'est de plus en plus parce que la vente de voitures électriques s'effondre en ce moment. En France, on est à moins, en Allemagne, on est à presque moins 40%. Alors comment on l'explique Le prix d'abord. C'est très simple. Je vais vous dire, il y a la première raison, c'est le prix. Une voiture électrique, ça coûte très cher. Ça coûte 30 à 40% plus cher qu'une voiture thermique. Et pas d'aide de l'État, vous ne pouvez pas l'acheter. En Allemagne, on a supprimé les aides, font immédiatement. En France, on est un peu sur la même voie et vu la situation budgétaire du pays, je pense qu'on va avoir du mal. Et voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a une question d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autonomie des voitures électriques, personne n'y croit vraiment. Quand vous achetez une voiture électrique, vous remarquez que les publicités, c'est toujours jusqu'à 450. Oui. C'est ça. Jusqu'à est très important. Quand vous achetez une voiture électrique, en ville, vous avez 50 km d'autonomie. En route, cette autonomie descend à 360. Et sur autoroute, elle descend à 250. C'est complètement aberrant. Donc, il n'y a pas de confiance. Ça, c'est le sujet. Et le troisième sujet, c'est que ça correspond à l'usage qu'on français. C'est-à-dire que la recharge en France, si vous ne pouvez pas recharger chez vous, 30% des Français peuvent recharger chez vous, ça vous coûte plus cher que l'essence ou le diesel. Même assez délirant. Sur autoroute, ça vous coûte 50. Donc, ça pose juste un petit problème. François-Xavier Pietri, ce problème pour écouler les véhicules électriques ne va-t-il pas mettre en danger les constructeurs européens? Luca De Meo, le patron de Renault, disait il y a quelques semaines que maintenant ils vont devoir payer des amendes s'ils vendent trop de voitures thermiques par rapport aux voitures électriques. Est-ce qu'on n'est pas encore une fois en train de se tirer une balle au pied? Alors là, on a un autre piège qui est en train de se faire avec les constructeurs sont liés par des obligations de baisse des émissions pour pouvoir tenir ces objectifs qui sont obligatoires. Il faut électrique. Si vous n'en vendez pas, vous ne pouvez pas tenir l'objectif. Les amendes pour les constructeurs automobiles européens, elles sont estimées en 2025 à 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. C'est-à-dire que non seulement on entrave en disant allez, il faut passer à l'électrique, etc. Mais en plus, on les sanctionne. On les sanctionne avec des sanctions financières. Donc, je veux dire, oui, on a mis en place la Commission européenne qui s'est réveillée, d'ailleurs on se demande pourquoi elle s'est réveillée maintenant, il suffisait d'y réagir un peu avant, se dit zut, la Chine est aidée, constructeur, donc on va mettre en place des taxes. Mais que font les Chinois? Ils sont en train d'installer des usines chez nous. BYD va installer une usine en Hongrie. Ils en ont une autre en Pologne. Vous avez un autre constructeur chinois qui a acheté une usine à Barcelone. À la fin de l'année, ils vont produire des voitures chinoises en Europe. Stellantis qui s'est mis en accord avec un Chinois qui s'appelle Leapmotor. Leapmotor. Assembler voitures ici, c'est des voitures qui arrivent en kit, les assemblent ici pour pouvoir les vendre et échapper aux taxes, aux droits de douane. Mais qui sont à 10%, je crois. 37% maintenant. 37%, justement, la Commission les a montés à 37%. Elles viennent d'être augmentées. Oui, justement, c'est le grand sujet. C'est-à-dire européen. au niveau où elles sont en Chine. À peu de choses près. Alors, c'est 35 en Chine, je crois, en import. Après, ça pose un autre sujet. Quand vous voyez, par exemple, je parlais de BYD, donc, qui est un des grands constructeurs, ils vont lancer en France une voiture plutôt d'entrée de gamme qui s'appelle la Seagull. Ils vont la vendre à peu près autour de 20 000 euros en 2025. Vous savez à combien elle est en Chine? À 9 000 euros. Vous voyez la marge que ces gens leur mettent une 30%? Bah ok, au lieu de gagner 10 000 voitures, je vais en gagner 7. Bon. Un tel différentiel aujourd'hui dans les coûts de fabrication des voitures que c'est imbattable. Et on laisse ces gens-là rentrer chez nous. Allons-y, messieurs. Mais soyons francs, avec une technologie impressionnante. C'est-à-dire que ces voitures qui arrivent chez nous, c'est spectaculaire quand même. Elles sont spectaculaires. Alors là aussi, je veux dire, industriellement, c'est fini. La Chine des machines à laver. Je veux dire, on est aujourd'hui dans des niveaux de conception automobile
voir un modèle, on met 2 ans, 2 ans et demi. En France, il faut 4 ans. Et quand vous voyez aujourd'hui des voitures chinoises, elles sont spectaculaires, elles sont bourrées de technologie, elles sont garanties en géant. Bon, ce qui est très fort. Ce qui est très fort. On regarde les crash tests avant. Vous savez, les voitures chinoises, c'était un peu des cercueils ambulants. Oui. Vous regardez les crash tests aujourd'hui, ils sont à 5 étoiles et plus. Donc ça y est, je veux dire, au niveau industriel, ils n'ont jamais franchi la barre sur le moteur thermique. Mais le moteur électrique, il n'y a pas plus simple. Hein. Vous revenez, c'est pas une conquête industrielle électrique, vous revenez 100 ans en arrière, ça existe depuis 100 ans. La première voiture qui est passée les 100 à l'heure était une voiture électrique qui était française. Jamais content. Sur l'écosystème mobile, il y a forcément les charges, les recharges aujourd'hui qui ont bien augmenté, hein, ça s'est accéléré. Toute la partie formation des sous-traitants, des pièces mécaniques, de tout ça. Et tout ça se met en route, mais c'est quand même pas si facile. Là aussi, on a une autre surprise. On nous disait avant, la voiture électrique, c'est génial, ça tombe jamais en panne, c'est moins cher à réparer, etc. Toutes les études sont en train de montrer le contraire. Il y a le groupement SRA, vous savez, ce sont les assureurs. Les assureurs, ils remboursent les véhicules en panne et en dommages. Ils s'aperçoivent qu'en fait, le coût de réparation d'une voiture électrique est en moyenne 15% plus cher que celui d'une voiture. Pourquoi ? Parce que vous avez d'abord des carrosseries qui sont un peu spécialisées, c'est de l'aluminium, c'est du haut de gamme, etc. Elles sont plus lourdes quand il y a des chocs qui sont plus importants. Il y a toujours des câbles et des choses comme ça. Et puis vous avez le dernier point, c'est la main-d'œuvre. C'est-à-dire que vous avez une main-d'œuvre qui est très spécialisée, qui coûte donc beaucoup plus cher, et vous avez l'heure de main-d'œuvre pour une voiture électrique, je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. Donc on a des voitures qui coûtent plus cher à réparer. Et plus fragiles en plus. Et qui sont plus souvent, ça aussi c'est l'autorise, plus souvent au garage. Ça, voilà, c'est encore un des mythes qui est en train de se... Dans votre livre, il y a un chapitre qui s'appelle Tesla, la chute d'une star. C'est vraiment une chute Tesla au mondial. C'est un groupe qui aujourd'hui, alors déjà, les chiffres, BYD dont on parlait tout à l'heure, l'an dernier, a vendu un peu plus de Tesla, c'est-à-dire devenu numéro 1 mondial. Là, ils sont au coude à coude. Tesla est repassé juste devant, mais Tesla qui était le leader est aujourd'hui talonné, sinon dépassé, par BYD. Les ventes de Tesla, c'est moins 53%. Moins 53%. Pourquoi ? Parce qu'elles sont fabriquées en Chine et donc elles ont un passeport chinois. Et maintenant, ils ont une usine en Allemagne depuis quelques temps maintenant. Mais avec les problèmes que ça pose, les problèmes écologiques. C'est-à-dire que quand Tesla installe une usine en Allemagne, les Allemands ne sont pas très contents. Donc on a, si vous voulez, la gamme de Tesla véhicules. BYD, c'est déjà 7-8 véhicules. Vous voyez la nuance, c'est-à-dire qu'on est sur des constructeurs généralistes, alors que paradoxalement, de niche. Et il y a aujourd'hui un problème de renouvellement chez Tesla. Quand vous rentrez aujourd'hui dans une voiture chinoise, je peux vous dire que le niveau de finition, la qualité ressentie, franchement, on est largement au niveau européen, voire plus. Hein. Merci beaucoup François-Xavier Pietri. Rendez liberté de rouler chez l'Observatoire. Je vous invite à lire ce livre, parce que comme ça vous pouvez vous faire une idée. Merci beaucoup en tout cas à chaque fois de venir. Dans un instant, on va revenir sur les sports. Oui, avec les quotas qui repointent. Vous avez un bonnet rouge, Cécile ? Non, je n'ai pas. Parce que j'ai peur que ça redevienne à la mode. Jean-Marc sera avec nous, délégué de l'Organisation des transports routiers européens. On va parler de cette écotaxe. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il y a quelques jours à peine après sa nomination en tant que nouveau ministre délégué au transport, François Durovray a déclaré vouloir relancer l'écotaxe poids lourds, déclaration qui a forcément fait réagir l'Organisation des transporteurs routiers européens. Nous sommes avec Jean-Marc Rivera, délégué général de cette organisation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez entendu ça, vous avez dû largement tousser. Voire plus. Bon, merci de votre invitation. J'ai pas toussé, je n'ai pas eu le temps. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, effectivement. Et à tout dire, oui, la surprise a été grande. On s'y attendait quand même un petit peu. Non, surprise. Pourquoi Notre d'activité, et on le dit très clairement depuis l'année, souffre encore davantage depuis la crise Covid. C'est un secteur
qui est massivement composé de TPE et PME. 80% des entreprises sont de petite taille. Elles ont des marges bénéficiaires extrêmement faibles. Elles ont subi les multiples crises. Et actuellement, et on le dit depuis quasiment le début de l'année 2023, elles subissent elles aussi toutes les hausses liées à l'énergie, aux assurances, en fait, tous ces coûts-là qu'elles ont le plus absorbé. Oui. Et en plus, dans un contexte où les volumes ont chuté depuis 1 an et demi, tout simplement parce que la consommation des productions a été prise en grande difficulté, et elles avaient envie d'entendre du nouveau ministre un message de soutien. Comprenez bien que lorsque les premiers propos publics du ministre ont été de rappeler son intention de les taxer, autant vous dire que le choc a été Est-ce que ça veut dire que certains vont fermer à un moment donné ? Mais c'est déjà le cas. Quand on regarde aujourd'hui, la profession est vraiment confrontée à des défaillances historiquement élevées. Les derniers chiffres, 600 entreprises ont mis en place des procédures collectives sur le deuxième trimestre 2024. C'est 45% de hausse en 1 an, 63% de hausse en 2 ans. Les entreprises sont extrêmement fragilisées et donc venir aujourd'hui leur expliquer, alors même que des enjeux, et j'écoutais avec beaucoup d'attention le sujet précédent, où il y a des enjeux de transition énergétique, où on contraint et on pousse les entreprises vers la transition énergétique avec des investissements qui s'annoncent colossaux, venir aujourd'hui leur expliquer quand être davantage taxé, c'est incompréhensible. Alors Jean-Marc Rivera, a priori, il y a une écotaxe déjà en grand air. Alors il faut passer le contexte. C'est d'ailleurs des surprises. Pourquoi le ministre évoque cette question-là alors que le contexte est déjà figé. Je rappelle que la loi climat et résilience 2021 a fixé un objectif. L'État a dit, dans le cadre du basculement des routes vers les régions, a laissé la possibilité aux régions volontaires de mettre en place ce qu'on appelle une éco-contribution poids lourd. Elle a publié une ordonnance l'été dernier dans laquelle elle fixe le cadre. En terme, elle laisse le choix aux régions de pouvoir mettre en place ou pas cette écotaxe. Certaines régions avec un cadre, j'imagine. Avec un cadre, oui, effectivement. Okay. Alors, autant vous dire qu'on n'est absolument pas, bien évidemment, favorable. Certaines régions se sont positionnées très clairement en hostilité, et je vais les mettre en avant. Les Hauts-de-France ont clairement dit que jamais le président actuel mettrait en place l'écotaxe. La Bretagne, je pense que ça ne surprendra effectivement personne. Les Beauforts en Bretagne. Et une région particulière a pris les devants, c'est la région Grand Est, laquelle a été dans un cas qui est un peu particulier, c'est l'Alsace. Parce que l'Alsace a déjà réussi à bénéficier d'une approche identique. Alors c'est pas la loi climat et résilience, la loi d'orientation et des mobilités. Donc ce sont les 2 territoires aujourd'hui où cette question se pose. Et on voit bien, et je prends l'exemple de l'Alsace, où finalement il y a autour d'un collectif d'incompréhension sur la mise en place de l'écotaxe. Ce collectif, ce n'est pas que les transporteurs, maillage industriel, commercial, local. Elle allait faire peser sur l'économie locale charge extrêmement lourde. Si on paye cher le transport, comment voulez-vous que ça ne suffise se répercuter dans le prix des marchandises et tout ce qui en... C'est compliqué ce que je vais vous demander, mais pour qu'on se bien compte, est-ce qu'on a une évaluation de ce que ça va coûter en plus? Est-ce qu'on peut anticiper? Alors à ce stade, non, parce qu'on est sur une taxe kilométrique. Là, idéalement, vous mettez le doigt sur un point important. C'est à l'initiative on peut considérer que chaque région pourrait mettre en place un barème différent. D'accord. C'est fou. Oui, c'est fou. Enfin, je sais qu'on est un pays très jacobin, on n'est pas l'Espagne par exemple, ou l'Allemagne, mais ce serait dingue. Ça serait effectivement dingue, mais d'autant plus que, il faut rappeler un certain nombre de choses. Vous pourriez, si c'était le cas, changer d'itinéraire, allonger, pardon d'essayer de trouver des solutions, mais ça veut dire que ça pourrait changer le cours finalement des transports et d'essayer de faire des économies? Non, mais non. Pourquoi je vous dis non? Aujourd'hui, je rappelle qu'il y a un réseau en France qui est déjà payé. C'est le réseau concédé. Alors oui, on va me dire en Allemagne, il y a une taxe, en Belgique, il y a une taxe poids lourd. Mais en France, on a un réseau concédé qui est extrêmement dense. Nous affirmons très clairement aujourd'hui que massivement, les véhicules qui font de la longue distance utilisent ce réseau, même s'il est payant.
parce qu'ils ont des obligations de temps. C'est un réseau qui est extrêmement calibré. Alors vous allez toujours trouver effectivement des entreprises qui vont dire pour pas payer les autoroutes, on va aller. Ouais. Donc ce pas, à mon sens, sur les taxes strictes. Les taxes, c'est léger de la pollution. Les poids lourds étrangers, et Dieu sait s'il y en a qui fréquentent les routes françaises, parce qu'on est un pays de transit entre notamment la péninsule ibérique et le reste de l'Europe. Est-ce que les autres, c'est également? Parce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on se balle dans le pied sur nos transporteurs, comme on le fait sur notre industrie automobile. Répondre à votre question, mais je vais vous renvoyer une question. Alors, je vais d'abord vous renvoyer la question. L'écotaxe, c'est une mesure environnementale. C'est ce qu'on nous dit. Il y a éco et il y a taxe. Il y a éco et il y a taxe, mais en quoi le fait des taxes poids lourds va changer quoi que ce soit en matière de pollution? On est bien d'accord. Strictement rien. Par contre, effectivement, la carbonation des véhicules, c'est un autre sujet, et là, on répond à la question. Mais alors oui, bien évidemment, que les véhicules étrangers seront taxés, et heureusement, parce que c'est en plus de ça. Mais globalement, on s'aperçoit quoi? Que les premiers véhicules qui vont être taxés ne sont pas les véhicules étrangers, c'est bien nos véhicules, car massivement, quand même, le transport en France, il est encore et heureusement effectué par des entreprises françaises. Pour combien de temps? Parce que les entreprises françaises, vous inquiétez pas, les poids lourds, ils seront toujours là. Parce que, très clairement, dans le cadre de tous les qu'on a pu faire, oui, j'entends dire, effectivement, je peux comprendre qu'on dise le poids lourd, parfois il est gros et ainsi de suite. Mais on sait très bien que les marchandises, sans poids lourd, aujourd'hui, on ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez le levier de le gouvernement? Aujourd'hui, le levier de négociation, c'est surtout de convaincre les régions de ne pas y aller. Oui. Voilà, donc très clairement, et c'est ce que nous faisons avec la région Grand Est, et c'est ce que nous faisons avec la communauté européenne alsacienne. C'est notre enjeu. Mais notre priorité aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle n'est pas l'armement. Nous attendons des mesures extrêmement simples. Nous sommes fort zéro, qui ne coûtent strictement rien à l'État. Eh bien, nous demandons ce qu'on appelle la juste répartition de la valeur. Nos entreprises, nos PME, elles n'arrivent pas aujourd'hui à vendre le transport à un bas, valoriser des prestations aujourd'hui qu'on nous impose de faire. C'est le problème des temps d'attente chez le client, qui reste source de stress pour nos conducteurs. Toutes ces mesures, ça ne coûte zéro à l'État. Ils sont accompagnés dans l'encadrement de ces mesures. C'est ce que nous demandons. Et pas taxer d'une façon supplémentaire. François-Xavier. On vous entend pas. Le micro n'est pas ouvert. C'est fait. Non, malheureusement, si je puis dire, c'est que le contexte ne va pas vous aider. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un gouvernement sait qu'il est en situation financière périlleuse, donc on reparle de ce projet écotaxe, on reparle tout ce qui est justement aide à la transition écologique. À mon avis, les montants vont être assez fortement baissés, et puis il y a le sujet de la fiscalité des entreprises. Donc vous risquez d'avoir si je puis dire, la double punition, celle d'une écotaxe et celle d'un alourdissement de la fiscalité des entreprises. Donc je dois dire que là-dessus, l'environnement, si je peux dire, financier, il n'est pas très joyeux. Ouais. Je partage pleinement. Juste un petit mot sur la partie écologie, sur la décarbonation des véhicules. Aujourd'hui, on en est où? Alors, il y a eu des travaux extrêmement sérieux de fait avec l'ensemble des acteurs autour de la décarbonation de notre mode routier. Ce qui est très clair, c'est que les travaux ont défini que si on veut atteindre des objectifs de décarbonation partagés par nos entreprises, par toutes nos entreprises, même les plus petites, il y a deux grands axes à traiter. Le premier, c'est le verdissement des flottes. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle, nous, le verdissement du fret. Si on n'a pas ces deux blocs-là, si on concentre tous nos efforts uniquement sur le verdissement des flottes, les objectifs ne seront pas atteints. Le problème, c'est que sur le verdissement des flottes, il est vrai qu'on nous amène aujourd'hui tout droit vers un 100% électrique. Oui. Alors, je reprendrai vos propos sur la contrainte qui pèse sur les constructeurs, mais mon voisin qui va nous suivre pourra effectivement vous dire que la contrainte pèse de la même façon sur les constructeurs poids lourds, nous amène au tout électrique. Or, aujourd'hui, le tout électrique, il y a deux grands freins qui ont été identifiés. Le premier frein, c'est le coût d'acquisition d'un véhicule poids lourd. On est à 3,5 fois le prix d'un thermique. Dans le contexte actuel, je peux vous garantir que c'est un vrai souci pour les entreprises d'imaginer ces investissements. Les banques ne peuvent pas suivre. Et la deuxième des choses, c'est la réalité d'un vrai réseau de recharge adapté aux véhicules lourds qui est aujourd'hui quasiment inexistant. Et c'est les délais de livraison aussi. J'imagine que ce sera aussi un problème. Ça devient effectivement
effectivement il y a un moment donné où tout ceci va devoir s'accélérer. Mais pour que ça s'accélère, il faut qu'on conduise à ces deux enjeux-là. Et puis nous, ce que nous disons, concentrons-nous également sur le verdissement du fret. Le verdissement, c'est quoi? C'est repenser la logistique du transport, c'est raccourcir les distances parcourues, c'est mieux identifier, c'est travailler sur le report modal. Nous sommes très favorables au report modal, sauf qu'on en connaît également les limites. Donc travaillons également sur le verdissement du fret. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc Rivera d'avoir été avec nous, délégué général de l'Organisation de porteurs routiers européens. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous en parler. Dès que vous avez des infos supplémentaires, vous êtes ici le bienvenu. Dans un instant, Gilles Boster, avec directeur marketing et communication de Scania France. Je pense que c'est la passion de Philippe David. On va en parler dans un instant, tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec beaucoup de sujets passionnants aujourd'hui. Mais vous aimez le poids lourd, vous êtes comme nous. Gilles Boster est avec nous, directeur marketing communication France. Merci d'avoir accepté notre... alors, effectivement, la Chambre syndicale internationale de l'automobile du motocycle appelle les pouvoirs publics mesures de soutien face aux défis du marché français, qui malgré une baisse ces 8 premiers mois en 2024 est en pleine transformation. C'est une plus durable, Philippe. Alors, Scania est un acteur majeur en France. Ouais. Vous avez une usine à Angers qui emploie plus de 1400 personnes, qui assemble plus de 120 camions par jour. Ce site ouvert en 92, il produit déjà des camions électriques ou pas? Non, pas encore. En fait, l'usine d'Angers fait partie des 3 usines européennes. Il y en a une à Stockholm, il y en a une aux Pays-Bas et une à Angers. Et l'usine de Stockholm qui fabrique qui assemble les camions électriques. Une grosse partie de la fabrication des camions thermiques a été décentralisée sur Angers, mais à terme, l'usine d'Angers fera aussi des camions électriques. Est-ce que les aides publiques aujourd'hui sont suffisantes pour cette transformation du camion aujourd'hui? Si vous voulez, les aides publiques, on ne souhaite pas les avoir, parce que les aides publiques... Bon, non, c'est un peu provocateur. Mais donnez-les-nous, on les prend, nous. Non. On vous donne nos RIB. Non, en fait, les aides publiques, à terme, elles sont destinées à disparaître. Par contre, un passage obligé. Et comme le dit Rivera à l'instant, le coût d'un camion, le rapport, c'est de 1 à 3,5, et il faut absolument nous aider. Alors pourquoi il y a une urgence? Le problème est le suivant. Vous vous souvenez de la COP 21 à Paris, définition des objectifs à l'horizon 2000. Il y a une urgence. Si on veut décarboner à l'horizon 2000, il faut que tous les ans, on baisse nos émissions de CO2, alors pas que dans le poids lourd, mais globalement de 5%. La marge de monter nos émissions de carbone de 6% par an. Et donc, il y a urgence qu'on nous pousse, nous constructeurs, à décarboner sur le marché des camions et avoir des comportements, notamment avec les conducteurs qui peuvent conduire efficacement les véhicules de façon à décarboner. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette urgence qui sont absolument fondamentales. Et je voudrais juste souligner l'effet par la SIAM et l'excellente relation avec les pouvoirs publics. Le sujet n'est pas simple. Il met autour de la table énormément d'acteurs, mais on arrive à des choses. Il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, c'est un parc de camions en France, chez vous? Chez nous, on a un parc de 30 000 véhicules. Il y en a à peu près 300 000 en France. Alors nous, on est un peu particulier. On fait vraiment des véhicules lourds, de 19 tonnes et plus. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il faut bien voir, parce que François-Xavier Pietri disait tout à l'heure à propos de la voiture, nous sommes dans le B2B. C'est-à-dire que nous construisons des camions pour le compte de transporteurs qui même les utilisent soit pour eux-mêmes, soit pour transmettre marchandises pour le compte d'autrui. Et on transporte 88%. 80% de ce que nous consommons tous les jours. Donc il faut absolument qu'on ait un réseau. Oui. Il faut qu'on ait un réseau qui soit performant. Et mettre un véhicule sur la route, ça veut dire mettre toute une organisation derrière pour assurer la des véhicules. Vous produisez en France, vous êtes suédoise. Il y a une chose qu'on
en ce moment en Allemagne, c'est le camion Catena. Oui, expliquez-nous. Voilà, alors en fait... Ce serait une réaction. Ah oui, alors en fait, bon, alors, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on est à marche forcée électrique. Pourquoi ? Les industries, que ce soit l'aviation, que ce soit les cimentiers, la sidérurgie, tout le monde va devoir décarboner. Et il y a certains moyens, certains vecteurs de décarbonation, notamment dans l'énergie autour des camions, par exemple le biogaz, par exemple l'hydrogène, par exemple biofuel, etc., qui vont être captés par certaines industries. La Syrie, la Syrie ne pourra pas décarboner autrement qu'avec l'hydrogène. Et vous avez par exemple l'aviation qui va capter beaucoup de biomasse. Et donc il est fléché, et je pense comme ça accepté, la mobilité terrestre qui a été fléchée sur l'électrification. Et donc nos objectifs, c'est à l'horizon de 2030, que la moitié des véhicules que nous vendons chaque année soient version électrique. Xavier Pietri. J'ai une question. Vous l'évoquiez à l'instant. Le prix d'un camion électrique, 3 fois et demi celui d'un camion thermique. L'entreprise aujourd'hui est capable de se payer ça. On évoque tout à l'heure les difficultés des PME qui ont des marges bénéficiaires très faibles. Est-ce que la marche, elle n'est pas et que les banques ne suivent pas, c'est ce que vous disiez. Alors, vous avez raison, effectivement, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide. À terme, sur le coût d'exploitation d'un véhicule, il y a moins d'entretien à faire. On a l'électricité qui pourrait être négociée au cas par cas par les transporteurs. Mais c'est vrai que l'investissement de départ, le CAPEX, ce qu'on appelle le CAPEX, est plus important qu'un véhicule diesel. Par contre, l'OPEX, d'où les coûts d'exploitation, sont plus faibles. Néanmoins, aujourd'hui, on a cette contrainte, avec aussi, il faut y penser, des contraintes logistiques pour les transporteurs. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, sur un camion diesel, qui représente encore 90%, il faut être clair, de ce qu'on vend, les véhicules électriques, c'est 1%. Un véhicule diesel avec le plus gros réservoir qu'on peut mettre, c'est 1500 litres. Vous avez une autonomie d'un peu plus de 5000 km. Donc un transporteur peut passer d'un client à l'autre, changer ses directions. Aujourd'hui, sur un véhicule électrique, on est de l'ordre de 350 à 400 km. L'année prochaine, on va sortir des camions de plus de 500 km. Mais on est loin de ces... Mais combien de temps la recharge ? Alors, vous savez que les transporteurs ont l'obligation de s'arrêter toutes les 4h30 pendant 45 minutes. L'idée, c'est que pendant cette pause de 45 minutes, on recharge le camion pour pouvoir faire les 4h30. Il faut des charges très très lourdes alors. Donc c'est des charges très rapides. Lourdes, c'est des batteries qui sont plus importantes. Et pour revenir à votre question, effectivement, donc ça nécessite de charger, d'emporter sur les véhicules des batteries plus importantes, plus lourdes, plus chères évidemment. Et l'idée est la suivante, c'est de dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, parce que l'électricité à ce niveau-là s'y prête bien par rapport au carburant liquide, au gazeux, c'est de capter l'électricité pendant qu'on roule. Et c'est ni plus ni moins que ce qu'on voit sur un train, une locomotive, c'est ça. Et donc ce que Philippe vous disiez, c'est qu'il y a des tests qui ont été menés en Suède et en Allemagne avec un captage par caténaire. On voit donc c'est des camions avec un pantographe qui capte sur une caténaire, ça peut être un patin sur un rail. Merci beaucoup Gilles Boster d'avoir été avec nous, directeur marketing et communication de Scania France. Merci d'avoir été avec nous. Merci on a dit à l'ensemble de nos invités. Merci beaucoup Jean-Marc Rivera d'avoir été avec nous, l'organisateur des transports routiers, l'organisation des transporteurs routiers européens. Merci beaucoup François-Xavier Pietri. Je vous conseille ce livre, Rendez-nous la liberté de rouler à l'Observatoire. Merci beaucoup à Jean-Marie Bordry d'avoir organisé et programmé cette émission et ça continue avec Sud Radio, bien entendu. Avec le But Football Club. Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel. Alors il y a un menu foot copieux, comme ça joue encore en Ligue Europa ce soir. Ce soir, nous allons encore une fois lâcher les chiens. Les moteurs vont vrombir et nous avons encore face à face nos deux spécialistes éditorialistes, Michel Moulin et Karim Zeribi. Toujours pas d'accord, on n'arrive pas à les réconcilier sur les domaines du football. Je vais vous dire tant mieux. Et tant mieux parce que ça fait de la bonne radio. Voilà. Tout le monde on nous arrête dans la rue maintenant. Depuis qu'on a commencé cette émission sur Sud Radio, les gens s'arrachent nos vêtements. Donc Michel Moulin, Karim Zeribi, mais également Jimmy Algerino et Benjamin Danet. On va parler évidemment de beaucoup d'actualités footballistiques et notamment pourquoi l'Olympique Lyonnais fonctionne moins bien depuis que Jean-Michel Aulas a cédé le club. Vous savez que l'OL joue ce soir contre l'Olympiakos en Ligue Europa et ça va pas très très bien cette saison encore pour l'OL. On en parlera avec nos invités.
en tout cas, moi, je vous conseille de faire l'émission tout nu. On gagnera du temps sur les vêtements. Non, ça se réfléchit. C'est une proposition originale. Je vais y réfléchir. Ça se réfléchit. Je vais y ne réfléchir. dites pas non tout de suite, Lionel. Message à Patrick Roger, je risque d'être en arrêt maladie demain. Allez, passez une belle soirée. On se retrouve pour les vraies voix demain à 17h. Salut.